Mes amis, je vous avais promis une interview longue de Jacques Hoggard, on va la faire aujourd'hui. Il a trouvé le chemin du studio. Difficilement, mais... Et je voulais qu'il nous parle à la fois de son livre sur l'Ukraine qu'on a présenté la semaine dernière, je crois, sur notre antenne, ou il y a 15 jours, qu'importe. Et je voulais aussi qu'il nous parle de son précédent livre sur l'Europe s'est arrêtée à Pristina, parce qu'en réalité, Jacques est un témoin, j'allais dire privilégié, de l'évolution de l'OTAN, de la doctrine de l'OTAN, des pratiques de l'OTAN, depuis les années 90. Je fais un très rapide portrait de Jacques. En fait, on te connaît d'abord parce que, si j'ose dire d'abord, parce que tu as été dans l'opération Manta, de mémoire. Oui, non, alors l'opération Manta au Tchad, je ne l'ai pas faite. Pas Manta, l'opération, tu vas me redire le nom. Au Rwanda. Au Rwanda, turquoise. En 1994, où j'ai eu la chance de commander un groupement opérationnel. Donc il y avait 3 groupements opérationnels dans cette opération, et j'en ai commandé un des 3, qui était à base, mais pas uniquement, à base d'unités de Légion. Voilà. Étant moi-même officier de Légion. Et avec un état-major fourni en grande partie par la brigade parachutiste, étant moi-même parachutiste. Voilà. Et ça remonte donc à l'été 94, donc à la fin du génocide rwandais. L'été tragique. L'été tragique, 21 juin, 22 août 1994, déployé dans le sud-ouest du Rwanda, à partir du Zaïre, disait-on à l'époque, qui est maintenant la République démocratique du Congo, dans cette partie du Rwanda qui est au sud du lac Kivu, qui tangente donc la RDC d'aujourd'hui et le Burundi. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça mériterait quand même qu'on revienne, puisqu'en réalité, de mon point de vue, ça fait corps avec ce qui a suivi. Eh bien absolument, parce que je l'ai dit, je ne sais plus à qui l'autre jour, mais pour moi c'est la prise de conscience de la suite logique de l'effondrement de l'Union soviétique et de la recomposition des cartes en matière géopolitique. Jusque-là, jusqu'aux années 90-91, on avait le bloc communiste, le bloc occidental, pour schématiser les choses de manière très simple, y compris en Afrique. Où nous, Français, on était à ce moment-là en pole position, si je puis dire, ce qui a un petit peu changé ces derniers mois, ces dernières semaines, hélas. Mais et nous en portons d'ailleurs une large part de responsabilité, on pourrait aussi y revenir. Mais pour moi, ça a été majeur parce que j'ai compris à ce moment-là personnellement compris, que nos meilleurs amis américains, en fait, n'étaient pas nos amis. Comme l'a dit Mitterrand un peu plus tard, les Américains ne sont pas nos amis, ils nous font une guerre féroce. Et j'ai découvert au Rwanda, ça. Alors c'est drôle parce qu'en fait mon père était officier, il avait fait 39-45, l'Indochine, l'Algérie, et mon père m'avait dit ça, mais on n'écoute jamais assez son père. Et je pensais que, il y avait cette solidarité occidentale face à l'hydre communiste de l'époque. Voilà. En 1994 au Rwanda, donc c'est quelques années après l'effondrement de l'Union soviétique, et l'effondrement du mur de Berlin auparavant, je découvre que en fait, les Américains et les Britanniques, leurs fidèles proxys, ne sont pas nos alliés, ne sont pas nos amis. Et que en fait, ils essaient, et vont réussir, de nous bouter hors de l'Afrique centrale, qui est un condensé. Alors je ne parle pas du Rwanda lui-même, qui est un pays agricole, pauvre, magnifique, mais riche de son sol, mais pas du tout de son sous-sol où il n'y a pas grand-chose. C'est le plus beau pays d'Afrique. C'est un des plus beaux pays d'Afrique, oui, je pense, avec le Burundi voisin qui lui ressemble, hein, c'est son frère jumeau, ou son faux frère jumeau. Mais on voit bien que c'est la Suisse et peut-être même la Prusse aussi de l'Afrique, parce que Kagame qui prend le pouvoir en 1994 et qui le détient toujours, est un dictateur à la main de fer, et c'est un chef de guerre. C'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être, je crois, le premier exportateur de coltan, alors qu'il n'en produit pas un gramme sur son sol. Hein. Donc on va piller
les ressources minières du pays voisin, mais tout ça sous l'ombre de l'oncle Sam. Voilà. Et je découvre tout ça à ce moment-là, et ça me fait progresser énormément. Peut-être que tu peux en dire plus, puisque le hasard de l'interview fait qu'on se met à parler de ce sujet, qui est extrêmement important. Concrètement, qu'a fait ton bataillon au Rwanda, puisque tu as été accusé par Patrick Saint-Exupéry d'être un complice de génocidaire. Oui. L'armée française, à ce moment-là, elle fait quoi concrètement? C'est très simple. En fait, nous sommes intervenus dans une posture très militaire. Très militaire. Il y avait des avions de chasse, des mortiers, dotation de munitions au maximum, etc. Parce que nous étions menacés d'une guerre totale par Kagame. Si les Français interviennent, un peu comme Saddam Hussein quelques années plus tôt, ils connaîtront la mer des batailles. Bon. Donc on ne part pas dans une opération comme ça sans biscuit, et on y part dans une posture très militaire. Et en réalité, très vite, je me souviens d'un journaliste du Républicain Lorrain qui, me voyant faire réaliser à l'extrémité est de mon secteur, face à la vallée de Gikongoro, faire réaliser des emplacements de postes de tir Milan, on m'a dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec une opération humanitaire? J'ai dit écoutez, d'abord on va commencer par sécuriser une région, un secteur, et puis ensuite personne n'y rentrera que nous n'ayons envie de voir débouler dans ce dispositif, et on va pouvoir ramener la paix, la sécurité à l'intérieur et le bien-être des populations au maximum. Alors c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait avec... en fait, on a rendu possible le travail des organisations humanitaires, de la Croix-Rouge internationale, qui s'en souvient encore, je pense, jusqu'aux organisations non gouvernementales comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières et plein d'autres, qui sont revenus pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions à ce moment-là, puisqu'elles étaient en sécurité. On a aussi participé, parce que l'armée française a servi un peu de porteurs de médicaments, de porteurs de vivres, de porteurs de couverture à cette population qui était dans un état de détresse absolue. On a joué aussi les humanitaires, nous-mêmes. On a soigné aussi, notre service de santé des armées a soigné à tour de bras, et parfois dans des conditions terribles. On a monté un élément militaire d'intervention médicale, l'Émir, qui était dans ma zone, dans mon secteur à moi, qui a fait un travail considérable en opérant jour et nuit, hein, des gens qui avaient été l'objet de blessures abominables, à la machette, etc., et d'autres. Hein, donc voilà ce qu'on a fait. Alors, bien sûr, dans un contexte politique particulier, c'est l'effondrement d'un régime. Et nous, on était dans l'extrême sud-ouest de ce pays, et on a vu arriver les débris de l'armée gouvernementale, poursuivie par l'armée rebelle, qui maintenant est l'armée gouvernementale de ce pays. Donc je fais... les Hutus, l'armée Hutu a été mise en défaite par l'armée Tutsi qui venait d'Ouganda, exactement. Donc on a participé à tout ça comme spectateur. Et donc on a évidemment dans notre zone à nous désarmé les gens, mais il y avait aussi des anciens Iteramoué qui la nuit avaient la tentation d'aller découper leurs voisins, etc. Donc et on avait des familles à recomposer, à récupérer, cachées dans des faux plafonds ou dans des forêts donc on a fait ce travail pendant 2 mois, qui était limité à 2 mois par l'ONU, et j'estime que nous on l'a fait de la meilleure manière qui soit, avec le peu de moyens qu'on avait. On a remis en route les usines d'épuration des eaux, les usines électriques, les dispensaires, on a fait tous les métiers. L'armée française a fait tous les métiers pour remettre tout ça en route et essayer de ramener un peu de paix civile et de bien-être aux populations en détresse absolue. Bon, moi ça m'a amené à voir passer dans mon secteur des forces armées rwandaises défaites, qui se sont repliées au Zaïre, à côté, qui ont été désarmées, sinon par nous, en tout cas par les Zaïrois qui n'en voulaient pas armer sur leur sol, ce qu'on peut comprendre. Et puis j'ai vu des débris du gouvernement du Rwanda, ce gouvernement intérimaire,
à la mort du président Habyarimana qui avait repris les affaires en compte. Voilà. J'ai vu tout ça. Et nous n'avions pas de consigne, nous n'étions pas une force de police, nous n'avions pas de mandat, ni de l'ONU, ni de qui que ce soit pour arrêter des gens en vertu de d'ailleurs quelles accusations. Et donc on m'a accusé après d'avoir laissé passer, d'avoir exfiltré même, allons, n'ayons pas peur des mots, le président de la République par intérim, qui était en fait l'ancien président de l'Assemblée nationale, son ministre des Affaires étrangères. Alors, le président lui-même est mort quelques temps après de maladie, à l'étranger, je crois au Zaïre. Son ministre des Affaires étrangères que j'ai vu à Cyangogu, dans la ville où j'avais établi mon PC, a été capturé un peu plus tard, et puis finalement élargi, faute de preuves, par la justice internationale. Donc on voit bien que tout ça, c'était quand même assez... Mais ça, c'est les accusations qui demeurent. L'armée française, encore Kouchner, qui s'est répandu la semaine dernière pour accuser l'armée française de complicité de génocide, etc. etc. C'est un discours qu'on entend maintenant depuis 30 ans et qu'on entendra encore. Moi, je m'y attends jusqu'à ma mort. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça, d'ailleurs. Je dors très bien la nuit par rapport à ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces accusations ? Moi, je dis qu'elles sont mensongères, qu'elles sont des fantasmes. Ce qui s'est passé, c'est que Mitterrand, son discours de la Baule, a un peu semé la perturbation, selon moi, en Afrique. Parce qu'il a expliqué qu'il fallait que les pays d'Afrique francophone adoptent notre système démocratique. Or, je pense que c'est un rêve. Dès lors que l'on parle de non-parti, enfin de multipartisme, qu'on met fin au système de parti unique, eh bien, on a la tentation ethnique qui revient à la surface immédiatement. Donc, c'est ce qui s'est passé en réalité, de manière affirmée partout. Et ça a semé le désordre. Et on le vit encore aujourd'hui. Je pense que c'est un peu l'acte fondateur de la déstabilisation de la France en Afrique, aujourd'hui. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je le pense vraiment. Ensuite, il y a eu d'autres fautes commises par, on peut dire par Chirac, quand il a supprimé le ministère de la Coopération. On peut dire par Sarkozy, quand il s'est lancé dans l'aventure libyenne pour déstabiliser et tuer Kadhafi, finalement, pour d'autres raisons que des raisons géopolitiques ou morales. Il aurait fallu le faire 20 ans plus tôt si on avait voulu être moral, entre guillemets. C'était quoi les raisons de Sarkozy ? C'est se protéger par rapport à l'opinion française, je pense, tout simplement, sans rentrer dans les détails. Oh, je ne veux pas être accusateur parce que j'ai pas forcément tous les éléments, mais je pense qu'il y a toutes ces affaires de financement de campagne, de machin, etc. Kadhafi était généreux. À un moment donné, qu'il disparaisse, c'était peut-être mieux, c'était peut-être plus simple, je sais pas. Je ne voudrais pas être... Sarkozy le nie farouchement. Oui, le nie farouchement, et peut-être a-t-il raison. Après tout, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été le début de la déstabilisation du Sahel. Tuer Kadhafi, renverser Kadhafi et tuer Kadhafi, on en voit les résultats aujourd'hui. C'est le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et ça descend jusqu'au golfe de Guinée, à travers le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les attentats de Bassam il y a quelques années, etc. Et on a déstabilisé toute une région. Et ça, c'est M. Sarkozy, par sa volonté de renverser Kadhafi, qui était quand même un abcès de fixation, qui était un point de stabilité, qu'on le veuille ou non. Au Rwanda. Alors, d'où te vient ta... Parce qu'on a dévié, oui, mais c'est très bien dévié. Mais ta prise de conscience du rôle néfaste, toxique des Anglo-Américains, il se passe quoi ? Ah ben, il se passe quoi ? Il se passe qu'en fait, nous, on n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit, mais Kagame nous a menacés à ce moment-là. Il y a eu des incidents lors du déploiement de Turquoise, il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu des échanges même d'obus de mortier, etc., etc. Il a fallu faire décoller la chasse pour impressionner un peu les guerriers Tutsis, et tout ça, ça s'est calmé. Mais on a rapidement le sentiment que tout est manipulé par les Américains, par les Britanniques. On a vu des SAS britanniques de l'autre côté donnant un coup de main aux forces Tutsis. On a le sentiment que même le commandant de la force de l'ONU, le général canadien, Roméo Dallaire, est parti lié avec Kagame, il n'a pas du tout un rôle d'équidistance
et de médiation entre les deux camps, mais au contraire, qu'il soutient à fond le camp kagamiste, si je puis dire, dont on connaît aussi les limites en termes je dirais, de respect des droits de l'homme, etc. Hein. Donc on n'a aucun doute là-dessus. On est déjà au courant d'un certain nombre de massacres commis par les Tutsis en représailles à ceux que les Hutus leur ont fait subir. Hein. Dans ces affaires-là, il n'y a pas un camp meilleur que l'autre. Hein. Il faut arrêter de faire de l'angélisme ou de diaboliser un camp pour mieux sanctifier l'autre. C'est à égalité de traitement. Mais on s'aperçoit de tout ça. Et on comprend très bien, à un moment donné, qu'en fait, il faut que la France dégage. Il faut que la France dégage de l'Afrique centrale. Et c'est ce qui s'est passé. Et même ça va très loin, puisque le Rwanda de Kagame a supprimé l'usage de la langue française au profit de l'anglais, a même adhéré au Commonwealth, etc. etc. Alors le Rwanda n'était pas une colonie française au départ, c'était une colonie allemande. Jusqu'en 18, puis belge. Mandat belge. Mandat belge, oui, sous mandat belge, mais avec une forte emprise de la Belgique et de l'Église catholique. Il ne faut pas oublier, avec la démocratie chrétienne, etc., qui est venue se rajouter à tout ça. Et donc voilà. Et Kagame, lui, petit Tutsi de 5 ans, fuyant les exactions atroces commises par les Hutus en 60, de lignage royal sans être de la lignée des rois, des Mwami, mais plutôt des épouses de rois, s'installe en Ouganda, grandit en Ouganda, devient anglophone par la force des choses, devient un brillant officier des forces armées ougandaises, devient le patron du renseignement militaire ougandais, fait ses classes à Fort Leavenworth aux États-Unis à l'école de guerre américaine, et a une obsession, c'est reprendre le pouvoir au Rwanda. Et ça va bien avec les projets de Yoweri Museveni, qui est le patron de l'Ouganda, qu'il a aidé à prendre le pouvoir d'ailleurs en Ouganda, contre Milton Obote, renversé quelques années plus tôt. Et Museveni est ravi de voir Kagame et les Rwandais repartir au Rwanda. Clairement, ça faisait un peu trop de poids lourd dans le système ougandais que Museveni essayait de gérer. Voilà, et donc ça c'est toute l'histoire de ce... Mais après, c'est la porte ouverte. Qui a fait exploser l'avion d'Abiyarimana? Oh, ça, je pense que c'est un secret de Polichinelle. C'est bien de le rappeler. Oui, mais c'est Kagame. Sous quelle forme? Quelle preuve on a? C'est des missiles solaires de type SAM-7, si ma mémoire est exacte, dont on a retrouvé les numéros, les origines, etc. Et ces missiles ont été introduits dans Kigali par le biais du bataillon FPR qui était autorisé à y séjourner au titre des accords d'Arusha, regroupés dans l'ancien parlement rwandais, et escortés par l'ONU. Il y a donc des complicités, sinon de l'ONU, en tout cas du général canadien Roméo Dallaire, ça c'est certain. Et cet avion a été abattu de 2 missiles dont on a parfaitement identifié les tireurs. Là, il y a une histoire d'ailleurs à raconter, c'est que Pierre Péan, que j'ai bien connu, a retrouvé jusqu'aux tireurs eux-mêmes. Il y en a un qui vit en France aujourd'hui, sous anonymat complet, et qui a refait sa vie en France. Donc les juges français ont tous les éléments. Ils étaient de quelle nationalité ces 2 tireurs? Rwandais. Alors ils étaient peut-être ougandais d'ailleurs, déclarés ougandais au départ, mais ce sont des Tutsis rwandais. C'est des gens du FPR, de Kagame. Ils ont raconté toute leur histoire aux juges français. Tout ça est documenté. Mais on préfère ne pas en parler. Parce qu'il y a effectivement, c'est dans un tiroir. 2 versions aujourd'hui. Cette version que tu dis, à savoir que l'essentiel a été organisé par le Kagame qui voulait reprendre le Rwanda. Et puis il y a la version d'un Patrick de Saint-Exupéry, d'un certain nombre de journalistes, dont des journalistes belges, qui répètent à l'envi qu'au fond, tout ça, il y a réellement eu une intention ou tout prémédité de déclencher un... Je ne le crois absolument pas. Je reviens là d'un colloque à l'étranger, en Serbie, pour ne pas la nommer, où j'ai rencontré
un avocat canadien qui travaille sur ces questions depuis longtemps, qui partage exactement mon avis. Donc, je veux dire, le travail du juge Bruguière est un travail de fond. Malheureusement, un rapport un peu bâclé, avec des fautes d'orthographe, des fautes de français, une mise en forme qui n'était pas formidable, et qui a porté tort au rapport lui-même. Et c'est bien dommage, parce que le fond du rapport est juste. Et correspondait exactement aux travaux de l'Australien Michael Hourigan, qui était auprès du TPIR, juste après le génocide et juste après ces événements. Et Michael Hourigan a toujours dit que la culpabilité de Kagame dans cette affaire d'attentat était indubitable, sur la base des éléments qu'on a pu réunir ensuite, d'ailleurs, de manière très fouillée et très documentée. Tout ça, c'est détenu par la justice française. Hein. Donc il y a eu des non-lieux, etc., etc., mais tout ça, on est dans la justice politique. Là. Il s'agit d'être bien aujourd'hui avec les autorités du nouveau Rwanda, qui font preuve d'une longévité quand même assez exceptionnelle, puisque M. Kagame est au pouvoir depuis 1990 et entame mandat sur mandat sans que ça n'étonne personne et que ça n'indigne personne, dans un pays qui est dominé aujourd'hui par sa minorité. Voilà. Alors, pour moi, le Rwanda, c'est quand même ça, mais on voit bien à qui profite le crime, toujours. C'est la même question pour l'Ukraine, c'est la même question pour le Kosovo, c'est à qui profite le crime. Et moi, je vois bien que ça ne profite pas à la France. Et comme j'aime la France et que je suis français et que je suis patriote français, ben ça me gêne et je cherche à comprendre. Et pour moi, le Rwanda a joué ce rôle d'éveil dans ma compréhension du monde, si je puis dire, de manière modeste et humble. On n'a jamais fini de le comprendre, mais voilà. Donc pour moi, ça a été une charnière, une étape clé de mon itinéraire. Ça veut dire que donc ce que tu comprends, c'est qu'au fond, je vais simplifier le trait, mais c'est pour te faire réagir, les Anglo-Américains dans le monde post-soviétique sont capables de se servir de rivalité ethnique, de créer des crises, au besoin d'utiliser des génocides pour étendre leur sphère de domination. Évidemment. Et absolument évidemment. La question n'est pas provocatrice, je pense qu'elle est parfaitement juste. C'est finalement... alors, c'est assez intéressant parce que c'est l'époque, le Rwanda, c'est l'époque des Clinton au pouvoir, qu'on va retrouver au Kosovo, 5 ans plus tard, et qu'on retrouve maintenant avec Biden et les queues de trajectoire, si je puis dire, en Ukraine. C'est très intéressant de constater ça, parce que c'est même presque les mêmes personnes physiques. Biden, c'était le vice-président de Clinton. Il y a eu une femme, Madeleine Albright, qui a joué un rôle considérable à la fois au Rwanda et au Kosovo. Madeleine Albright a eu une fille spirituelle, on va dire, qui est Victoria Nuland, qui vient de démissionner, mais qui est une créature de la même nature. Du même cynisme. Du même cynisme, et je dirais même plus que ça, oui, du noir cynisme. Belle héritière en fait de Madeleine Albright, et donc Victoria Nuland a joué un rôle considérable dans la déstabilisation de l'Ukraine en 2014 et dans le putsch de Maïdan. Donc tout ça c'est lié en fait, c'est imbriqué, et moi je découvre ça à partir du Rwanda. Bon, je rentre en France et je suis dans des jobs, j'allais dire, plus calmes. Je suis pendant 2 ans le patron de la communication et du recrutement à la Légion étrangère. Bon, à Aubagne. C'était une punition ou un déroulement normal de carrière? Non, pour moi, c'est la Légion. On vous dit d'aller et vous avez des moments de gloire et d'enthousiasme absolu parce que vous êtes en unité opérationnelle et vous vivez des heures exceptionnelles. Puis après, c'est pas une punition, mais on vous dit, il faut renvoyer un peu l'ascenseur. On a aussi besoin de gens pour s'occuper de la communication et du recrutement. Je le comprends très bien, hein. Mais c'est pas là que je me suis vraiment éclaté pour être tout à fait direct. Voilà. De là, je suis reparti finalement dans ce que j'avais très envie de faire depuis longtemps, dans le monde des opérations spéciales. Je m'en occupe d'abord à l'état-major de l'armée de terre. T'en avais déjà fait avant? Opération spéciale, non. Non, jamais. Je suis tombé très tard dans la marmite, et j'en avais très envie depuis longtemps, mais comme j'étais pas forcément un mauvais élément à la Légion étrangère, j'avais demandé plusieurs fois aller au premier RPIMA, on m'avait refusé en me disant non, vous on vous garde. Voilà, j'aurais préféré, pour être clair, aller au premier RPIMA,
que de prendre la communication, le recrutement de la Légion étrangère. Mais c'est ma nature, c'est comme ça. Ça n'a rien de dévalorisant pour la Légion étrangère que j'aime profondément, qui est une famille pour moi. Mais en termes d'emploi, je veux préciser les choses. Donc voilà, donc j'ai la chance, ou la malchance entre guillemets, non la chance, de basculer au commandement des opérations spéciales, et où je vais être chargé tout de suite, dès le début de cette affaire, à l'été 98, de suivre le dossier Kosovo qui démarre. Alors l'été 98, c'est... on est encore dans les gesticulations, il y a encore Ibrahim Rugova, le leader albanais pacifiste du Kosovo. Milosevic est encore en place en Serbie, à tête de la République fédérale de Yougoslavie, parce que tel est son nom encore à ce moment-là. Elle regroupe la Serbie et le Monténégro, avant la sécession de ce dernier. Et puis voilà, puis alors l'OTAN qui s'intéresse toujours à la région, très très présent. L'OTAN est intervenu en Bosnie-Herzégovine avant, etc. Et moi je suis désigné comme responsable de ce dossier. Ça veut dire que je ne suis pas affecté à l'OTAN, contrairement à ce que des gens ont pu dire ces temps-ci en se méprenant sur mes propos. Je suis affecté au commandement des opérations spéciales, et à ce titre, je participe à des réunions de planification, de concertation. Ça consiste en quoi ces réunions pour que les gens comprennent le boulot? En fait, c'est très simple. Une réunion, l'OTAN est une organisation, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949, avec pour objet d'être une organisation défensive face à la menace soviétique de l'époque. C'est important de le rappeler parce que donc il y a une charte de l'OTAN, et en particulier un chapitre qui évoque que si un pays est attaqué, un pays de l'OTAN est attaqué, le reste des pays de l'OTAN se regroupent autour de lui pour... Le problème avec l'OTAN, c'est que l'OTAN a changé de nature à partir de 90-91. L'OTAN, qui aurait dû être normalement dissoute, au moment où la menace soviétique disparaissait, perdure. Mais perdure en changeant de nature, devient, se mue en agence de sécurité worldwide, je vais dire, apte à intervenir partout où elle estime devoir intervenir, et avec une nature très offensive. Ça va être la progression vers l'Est, au travers d'un certain nombre de tous les pays du pacte de Varsovie qui est à ce moment-là dissous, petit à petit vont être tentés de rejoindre l'OTAN parce qu'ils se disent, non sans raison, que c'est la porte ouverte à l'Union européenne, qui est un peu considérée par eux, au sortir de tant d'années de communisme, comme l'Eldorado. Erreur, mais en tout cas, voilà ce qui peut les mouvoir dans cette direction. C'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Roumanie, c'est le cas d'un certain nombre de pays d'Europe centrale, jusque-là, dans l'influence soviétique. La Russie, la Fédération de Russie qui s'est substituée à l'URSS, pour partie, estime que c'est une menace. Et donc tous les dirigeants, et on peut commencer par Gorbatchev, puis Yeltsin, puis Poutine, pour eux c'est un souci majeur, et ils en discutent avec leurs homologues, en particulier l'administration américaine. Et l'administration américaine, que ce soit le secrétaire d'État de l'époque, ou les présidents de l'époque, et même Clinton lui-même, garantissent, y compris les Allemands aussi à un moment donné, garantissent aux gouvernants russes qu'il n'y aura pas d'extension de l'OTAN vers l'Est. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit. Alors le plus significatif pour moi, le plus drôle, c'est le petit Monténégro en 2019 qui rejoint l'OTAN. C'est pas pour ses qualités militaires, le Monténégro c'est 5000 hommes, je crois, l'armée du Monténégro. Et ce sont des Serbes, et ce sont des orthodoxes, qui ont fait sécession de la Serbie, de la République fédérale de Yougoslavie, qui était le dernier embryon avec la Serbie de cette République fédérale de Yougoslavie. Donc c'est pas par hasard, c'est une provocation, c'est une volonté de dire à Poutine, à ce moment-là, tu vois, on est en train de resserrer les taux. Et Poutine le dit lui-même, dès 2015, 2016, 2017, il dit « ce n'est pas nous qui allons vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui monte vers nous ».
propos mesurés de Poutine à l'époque qui ne sont écoutés par personne. Par personne, on ignore complètement et on continue à développer l'OTAN en direction de l'Est. Alors au milieu, il y a cette fracture du Kosovo qui est importante, parce que c'est pour ça que j'ai écrit, moi j'ai commandé le groupement des forces spéciales au Kosovo, au terme de cette période de planification. Des forces spéciales de tout l'OTAN ou de la France? Alors, je n'ai pas répondu à la question initiale. La question initiale, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces réunions? Ces réunions, c'est très simple. On se réunit autour d'une table pour compter les pays qui vont participer à la coalition, possible, même si elle n'est pas décidée. On fait l'inventaire des moyens. Moi, je vais mettre ceci, je vais mettre cela, je vais mettre des moyens aériens, des moyens terrestres, des moyens navals, ou des moyens électroniques, ou des moyens de renseignement, etc., satellites ou autres. Et on bâtit tout ça, on en discute. La langue de travail sera l'anglais, bien sûr, même si le français est la langue officielle de l'OTAN, comme l'anglais l'est également. Qui sera la nation pilote de l'opération? Pour le Kosovo, c'est décidé, ce sera les Britanniques, etc., etc. C'est toute la préparation. C'est quoi une nation pilote? La nation pilote, c'est celle qui désigne le commandant en chef de l'opération, qui va fournir le principal de l'état-major, commandement opérationnel de l'opération, un certain nombre de moyens de soutien, etc. Voilà, c'est ça la nation pilote. Et la nation pilote pour l'opération Kosovo, c'est la Grande-Bretagne. Donc on retrouve l'excellent général Sir Michael Jackson, pas confondre avec le chanteur, comme commandant d'opération, sous les ordres du SACEUR, du Supreme Allied Commander for Europe, qui est à ce moment-là le général Wesley Clark, grand ami de Madeleine Albright, avec laquelle il fera d'ailleurs plus tard des affaires juteuses au Kosovo, une fois civil. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Et puis, que font ces états-majors? Ils font aussi de la planification, c'est-à-dire l'ébauche d'hypothèses d'engagement, des hypothèses les plus soft jusqu'aux hypothèses les plus dures. Voilà, c'est ce qui est le travail des états-majors normalement. Donc, et toi, tu as d'une certaine coordonné ces préparations? J'ai participé à la coordination. Je ne suis pas le patron de cette affaire. Il y a des officiers plus anciens que moi. J'ai un général, j'ai un chef d'état-major au COS, j'ai un chef opération au COS, etc., qui participe à tout ça, comme moi, bien sûr. Mais je suis un élément du puzzle et pas l'homme incontournable du puzzle. Mais voilà, ça nous met dans l'ambiance, etc. Et qu'est-ce qui est décidé finalement quand c'est de prendre des mesures anticipatives? C'est en janvier 1999 d'envoyer une mission sous commandement britannique de repérage du terrain et commencer à se connaître aussi humainement, parce que après il y a des procédures otaniennes, mais c'est encore mieux de les pratiquer avec des êtres humains qu'on connaît et qu'on a déjà rencontrés. Donc c'est comme ça que je raconte tout ça dans mon petit bouquin. Je suis mis en place à Londres au commandement du 22e SAS, qui est le régiment des forces spéciales britanniques. Je fais la connaissance du général britannique, qui sera mon général un peu plus tard en Macédoine, enfin surtout au Kosovo, du chef d'état-major, qui était un colonel britannique, etc. etc. Et je pars avec eux en C-130, on se pose à Thessalonique, puis Thessalonique en Skopje. Skopje, on ne peut pas se poser à Skopje parce qu'il y a trop de neige, etc. Donc on se pose à Ohrid, petit aéroport au bord du lac d'Ohrid, dans un coin qui est merveilleux en été, mais en hiver c'est plus rustique. Et de là, on se déplace en car à Kumanovo, où on vient d'installer les prémices de ce déploiement otanien dans des casernes de l'armée macédonienne, qui n'est pas d'ailleurs très favorable à tout ça. Les Macédoniens, c'est un ex-pays de la République fédérale de Yougoslavie. Ils se connaissent tous. Les militaires macédoniens connaissent les militaires serbes, comme ils connaissent les militaires slovènes ou croates ou autres.
même quand ils se sont tapés dessus, ils gardent des liens. Hein, ils gardent des liens très forts. Même en matière de renseignement, on s'en apercevra plus tard. Voilà, et donc reconnaissance du terrain, on revient après sur Paris et Londres, etc. On débriefe, on affine nos études pour savoir comment... Et finalement, la France dit, moi je mets en place un groupement de forces spéciales commandé par Hogarth sur le théâtre qui va se déployer d'abord en Macédoine du Nord, à Kumanovo. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a la partie politique qui est, à mon avis, plus intéressante. La partie politique, c'est les négociations de Rambouillet en mars 99, dont on s'aperçoit très vite que l'OTAN, qui est derrière, ne veut pas qu'elles aboutissent. C'est pas moi qui le dis, mais il y a des journalistes allemands qui l'ont largement écrit, et des journalistes français, du monde diplomatique en particulier, etc. Et la volonté, en fait, c'est de faire la guerre. Et faire la guerre à la petite Serbie, 10 millions d'habitants, 7 millions d'habitants à l'époque, grosse diaspora à l'étranger, mais petit pays, traumatisé par la disparition de la Yougoslavie, traumatisé une deuxième fois par la sécession du Monténégro, ce pays frère, et qui se retrouve face à une coalition internationale colossale. Les accords de Rambouillet n'ont jamais lieu, tout est fait pour qu'ils échouent, qu'ils n'aient pas d'accord, et donc le 24 mars, il y a exactement 25 ans maintenant, l'OTAN déclenche la guerre aérienne, 78 jours de bombardements incessants sur la Serbie, Kosovo compris, pour détruire les infrastructures, les ponts, les usines, essayer de toucher le potentiel de l'armée serbe, ce qui n'arrivera pas d'ailleurs parce que l'armée serbe a conservé des procédés d'enterrement, si je puis dire, de tunnels, etc., qui font qu'elle résiste sans problème aux assauts de l'aviation alliée. Mais 78 jours, c'est pratiquement le pays qui se fait détruire, hein, l'économie du pays. Il y a quelques milliers de victimes, dont des enfants, des écoles. Il y a le bombardement aussi, hasard ou pas hasard, de l'ambassade de Chine à Belgrade, hein, etc., etc. Et la France est dans le camp de l'OTAN, dans ces bombardements. Je connais un ou deux camarades qui ont été des pilotes de chasse bombardant Belgrade ou les villes de Serbie. Pour les Serbes, c'est une trahison absolue. La France, c'est l'allié de 14-18, c'est une amitié ancienne qui avait démarré au Moyen-Âge avec le mariage d'Hélène d'Anjou avec le tsar Douchan, etc. Donc c'est une incongruité, c'est la France. Ça. Et moi, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Parce que le Rwanda a laissé des traces très fortes chez moi, et je me dis, mais on va aller faire la guerre, finalement, à un État européen qui n'a déclaré la guerre à personne de ses voisins, qui ne menace personne, mais qui entend faire simplement respecter son intégrité, sa souveraineté sur l'étendue de son territoire. Alors, et pas n'importe quelle partie de ce territoire, puisque c'est la province sud méridionale du Kosovo, Kosovo et Metohija, si on dit le nom complet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la province est divisée en deux, une partie est qui est plutôt civile, je dirais, et une partie ouest qui est plutôt religieuse et qui est terre d'église, d'où le nom de Metohija. Et pourquoi s'en prend-on à ce pays ? Parce qu'il a entrepris de combattre une rébellion de nature albanaise dans cette province qui est de tout temps serbe. Et bien sûr, il y a eu une forme de grand remplacement qui s'est produit au fur et à mesure des années, des décennies précédentes. C'est très simple en fait, ça s'explique. Vladimir Volkov, qui fut un grand officier de renseignement français en Algérie, d'origine russe, impériale, si je puis dire, disait, c'est l'excès de modernité côté serbe et le ventre fécond des femmes musulmanes de l'autre côté qui ont fait la différence. Donc les familles serbes sont passées rapidement de 6, 7 à 2 enfants pour des questions d'économie, de chance entre guillemets à donner aux enfants des études, etc.,
alors que les familles musulmanes, plusieurs femmes, avaient 6 ou 7 enfants par femme. Bon, on renverse très vite une balance démographique comme ça. Ça devrait nous faire réfléchir d'ailleurs, peut-être nous aussi, mais c'est ainsi. Et donc, au moment, quand Tito arrive au pouvoir après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il est conscient du poids de la Serbie dans la République fédérale de Yougoslavie. Il veut amoindrir ce poids de manière systématique. Tito est de douteuse origine, mais probablement croate, en tout cas réputé comme croate. D'autres disent qu'il était russe, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai dans tout ça, mais en tout cas il n'aime pas les Serbes. Et il entend réduire le poids de la Serbie. Donc la première chose à faire pour réduire le poids de la Serbie, c'est ce fameux Kosovo, qui est dans le cœur de tous les Serbes comme étant le cœur identitaire, spirituel, culturel, historique de la Serbie. Eh ben, c'est de lui donner une tendance un peu centrifuge. Il faut que le Kosovo s'éloigne un petit peu de la mère patrie, entre guillemets. D'où le soutien culturel à la communauté albanaise. L'albanais, le GEG est autorisé dans les écoles, l'université, etc., etc. On fait tout ce qu'il faut pour albaniser progressivement et islamisé, parce que ça va de pair, en grande partie, 90% des Albanais sont musulmans. La province, qui est encore une fois un condensé de monastères plus anciens et plus beaux les uns que les autres, d'histoire serbe, c'est la chevalerie serbe en fait, c'est la geste serbe qui est en cause, hein, depuis Kosovo-Polier, mais bien avant. Voilà, donc on met en place les ingrédients pour qu'une intervention de l'OTAN se fasse contre la Serbie, contre ce qui reste de Yougoslavie à ce moment-là, et la suite est connue. Donc 2004, les pogroms. Alors en 99, on met en place une administration de l'Union européenne, sous mandat de l'OTAN, puisqu'il n'y a pas de mandat de l'ONU. Hein. L'ONU n'a jamais donné son accord à cette opération. Et c'est Bernard Kouchner qui va être le premier, je vais employer un mot fort, mais Gauleiter du Kosovo. Pourquoi Kouchner s'est-il autant investi à l'époque, on se souvient, enfin, on ne s'en souvient pas d'ailleurs, mais de son soutien à Lutcheka, de son soutien il est militant du Kosovo. Alors, il y a aussi une continuité avec le Rwanda. Kouchner, meilleur ami de Kagame, Kouchner, meilleur ami d'Hashim Thaçi, aujourd'hui détenu à La Haye, pour y répondre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont son organisation s'est rendue coupable dans cette période tragique. Kouchner, je pense qu'il est très content de pantoufler, de trouver une occasion de briller, d'être encore un personnage. Donc quand on lui propose la place de gouverneur du Kosovo, eh ben, il accepte. Et donc il fonce là-bas. Il va quand même largement être informé du fameux trafic d'organes que commet son ami Hashim Thaçi, qui en répond aujourd'hui devant la justice internationale. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce trafic d'organes? Trafic d'organes, moi je n'ai pas assisté évidemment à quoi que ce soit de tangible dans ce domaine, mais j'ai été interviewé là-dessus par un procureur bien des années plus tard, parce que moi j'ai vu les prémices. C'est-à-dire qu'on a vu, quand mon groupement s'est déployé dans la future zone française de Mitrovica, Kosovkan et Mitrovica, au nord du Kosovo, on a été informé d'enlèvements de gens jeunes d'ailleurs la plupart du temps, d'enfants, de jeunes gens, adolescents, etc., qui disparaissaient corps et âme, hein, dont on n'a jamais retrouvé les corps. Et alors en fait, on a eu des rumeurs très vite. Ces gens-là sont stockés dans des villas, dans des caves, etc. Puis accompagnés, exfiltrés, je dirais, vers l'Albanie voisine. Et c'est la fameuse affaire de la Maison Jaune, qui fera tant rire Kouchner lui-même, quand un journaliste lui posera la question. Il aura un rire satanique, je dirais, quand on lui pose cette question. Ce qui veut bien dire quelque chose. En tout cas, c'est les raisons précises pour lesquelles Hashim Thaçi aujourd'hui comparaît devant la justice internationale. Eh bien, amputation de leur vivant.
m'a-t-on dit. Il y a tout un dossier qui est traité aujourd'hui à Belgrade en particulier, parce qu'il y a eu un chirurgien albanais qui a témoigné, qui a raconté. Donc quand on ouvre un corps humain pour y prélever un cœur le plus vivant possible, voilà les horreurs que ça implique. On peut parler d'autres organes. Hein. Et avec un circuit très court à ce moment-là, chaîne du froid, exportation dans un pays, on m'a cité Israël d'ailleurs comme étant une des destinations favorites de ces organes, prélevés sur des malheureux martyrs serbes ou roms. Parce que n'oublions pas de parler des Roms qui ont été victimes des plus graves atrocités, eux aussi, de la part de l'organisation terroriste UÇK. Voilà, et tout ça, ça a été documenté par. Au courant de j'en suis certain. J'en suis certain. C'est l'avis, en tout cas, du juge français que j'avais rencontré et qui m'avait dit nous savons qu'il était au courant. Et nous avons des éléments qui le prouvent. Moyennant quoi, il n'a pas été inquiété des années après. Ce qui en dit long sur le système qui nous tient et qui nous manœuvre. Voilà, je voulais dire quelque chose juste à ce moment-là et mon idée est partie. J'ai une question. Mais oui, tout ça a été documenté par le rapport du parlementaire suisse Dick Marty, qui a été à l'origine de la révélation de ce scandale épouvantable. Voilà. Mais qui marque beaucoup les Serbes encore aujourd'hui, parce que la justice serbe a maintenant beaucoup de témoignages et beaucoup d'éléments qui ont été transmis au tribunal pénal international qui juge actuellement les chefs de l'UÇK. Voilà. Quand j'ai une question, je suis désolé d'interrompre ton raison, tu voulais parler ensuite des pogroms, mais j'ai une question qui me tient à cœur. Quand tu es dans la phase de préparation au sein de l'OTAN, c'est-à-dire avant le début de la présence sur le terrain, est-ce que tu comprends à ce moment-là qu'il y a un certain nombre d'armées, de généraux qui poussent à la guerre? Alors, pour moi, ce ne sont pas les généraux qui poussent à la guerre, mais ce sont les politiques. Parce que l'OTAN, c'est une organisation militaire, mais c'est d'abord une organisation politique. Donc, si on regarde bien l'actualité, si tu regardes bien l'actualité ces temps-ci, qui prend en général la parole? C'est Jens Stoltenberg, qui n'a rien de militaire, qui est un Norvégien, inféodé totalement à l'organisation atlantique, mais surtout aux Américains. En fait, il prend ses ordres des services américains, et ce qu'il dit, c'est l'émanation de la volonté américaine. Donc l'OTAN, oui, je prends conscience à ce moment-là que l'OTAN est une machine politique, aussi une machine militaire, mais qu'en fait, c'est le piège, ça, pour nous, militaires, bons soldats, la main sur la couture du pantalon et au garde à vous et privilégiant une certaine discipline confortable. On a affaire à des militaires, on est entre militaires. Ça pourrait se passer bien finalement entre militaires. Non, mais le problème, c'est que ces militaires sont au garde à vous devant des politiques qui, eux, ont des idées bien arrêtées sur les objectifs des campagnes à déclencher. Donc je pense que c'est vrai aujourd'hui pour l'Ukraine, c'était très vrai pour le Kosovo aussi, bien sûr, et voilà, bon, les conditions ont changé maintenant parce que la différence majeure entre l'Ukraine et le Kosovo, c'est que l'Ukraine, d'abord, c'est un pays plus connu et conséquent que cette future république entre guillemets du Kosovo qu'il fallait à tout prix créer pour gêner la Serbie. Mais surtout ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui il y a la Russie, et la Russie est revenue dans le camp des grandes puissances entre guillemets. La Russie il y a une résurrection russe, en particulier depuis 2015, comme elle l'a montré en Syrie, en cassant Daesh, organisation créée d'ailleurs par les États-Unis d'Amérique et par Israël, il faut le rappeler. La Russie est revenue sur le devant de la scène, et on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui.
Donc il y aurait eu la Russie d'aujourd'hui en 99, jamais le Kosovo n'aurait été indépendant. Ça c'est certain. Est-ce que dans les plans les plus extrêmes que vous bâtissiez, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, que vous bâtissiez dans la guerre du Kosovo qui se préparait, est-ce qu'il y avait un plan d'écrasement de la Serbie complet, d'occupation militaire ou d'affrontement direct? Oui, il y avait des hypothèses qui étaient, d'ailleurs elles ont été en partie réalisées. Quand tu frappes une ville comme Belgrade en cassant ses ponts, les ponts entre les deux rives de Belgrade, sur le Danube ou sur la Save, moi ça on peut appeler ça de toutes les manières jésuites possibles, mais c'est quand même une attaque directe, c'est un affrontement direct. Mais par la troisième dimension, hein, on ne met pas de soldats au sol, là, parce que quand même, on n'avait pas du tout envie d'avoir des pertes. À ce moment-là, l'OTAN était, comme aujourd'hui, très prudente sur cette affaire-là. Il n'y a que la France aujourd'hui qui, enfin, dans la bouche de son président, improbable, et qui parle de troupes au sol, parce que ça n'a jamais été la volonté de l'OTAN de déployer d'emblée. Il faut d'abord casser le pays, il faut d'abord tout annihiler, anéantir, et puis après, si ça ne suffit pas, alors on peut éventuellement envisager d'envoyer des troupes au sol, surtout pas américaines, hein, bien entendu. D'autres nations. Et ça faisait partie des plans à l'époque? Oui, c'est-à-dire que si Milosevic n'avait pas consenti aux accords militaires de Kumanovo, peut-être que ce scénario se serait développé. Sous quelle forme, je ne sais pas, parce que après il y a les hypothèses elles sont numérotées en nombre, mais peut-être effectivement. Si on extrapole, est-ce que aujourd'hui tu penses que l'OTAN dans le conflit en Ukraine fonctionne avec les mêmes ressorts, c'est-à-dire une série d'hypothèses qui vont du plus soft au plus direct? Oui, en même temps, je pense qu'il y a des gens conscients, en particulier chez les militaires otaniens. Aujourd'hui, il faut compter avec la Russie. C'est l'adversaire désigné par les Américains. Ça, c'est clair. Mais la Russie, supériorité aujourd'hui, on vient de voir avec ce qui s'est passé à Kiev la nuit dernière, dans l'emploi de missiles supersoniques sur des cibles extrêmement ciblées, le SBU, l'état-major, etc. Donc l'OTAN est bien obligé de tenir compte de cette supériorité-là. Deuxième supériorité qui s'avère, à mon avis, indiscutable ces derniers temps, ces derniers jours, si je puis dire, ou ces dernières semaines, c'est la supériorité électronique du champ de bataille. Hein. Les Russes arrivent même à stopper des trains d'acheminement de munitions ou de matériel militaire de la Pologne vers l'Ukraine, et en Ukraine, pour qu'ils n'arrivent pas à destination. Hein. Et tout ça par la prise de contrôle électronique des systèmes complexes qui commandent en fait la logistique. C'est fondamental. Bon. Donc je pense que l'OTAN est pas... L'OTAN d'ailleurs, par rapport aux dernières déclarations va-t-en-guerre de M. Macron, l'OTAN est très, très en arrière de la main. Hein. Très en arrière de la main. Ceci dit, il ne faut jamais exclure que l'OTAN politique se dise qu'à un moment donné, la fuite en avant est peut-être la meilleure des solutions. Hein. Je ne le sais pas. Alors, concrètement, parce que évidemment ton expérience est précieuse, lorsque les politiques disent il y a une hypothèse, c'est la fuite en avant, comment elle est transmise aux militaires, aux généraux, pour qu'ils élaborent des plans d'exécution de cette intention? Oui, mais alors, on va prendre le cas de la France, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Moi, je pense qu'on est dans la gesticulation verbale absolue. Parce qu'en réalité, ces mêmes généraux, que ce soit le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée de terre, qui facialement, finalement, ne donnent pas tort au président de la République dans ses déclarations guerrières, savent très bien, par ailleurs, que l'armée française aujourd'hui n'est pas en état de mener
une guerre de haute intensité, entre guillemets, comme on le dit, on le répète depuis 3-4 ans maintenant, peut-être 2020, ce mot est réapparu dans le langage de l'armée française, mais il y a des décennies que l'armée française, que son budget est raboté, limité, réduit, que ses unités sont réduites de format, que les moyens sont comptés. Je citais récemment l'exemple d'un régiment d'infanterie, et non des moindres, à 5 compagnies de combat. Alors d'abord, on va le ramener à 4 compagnies de combat. Et puis sur ces 4 compagnies de combat, faute d'effectifs, faute de recrutement, sur ces 4 compagnies de combat, on peut se féliciter de l'arrivée du Griffon, qui est le nouveau véhicule de combat de l'infanterie. Dans ce régiment d'infanterie qui est en pointe, il y a de quoi équiper une compagnie sur Griffon. Donc le Griffon tourne pour que chaque compagnie connaisse le Griffon, les pilotes connaissent, les tireurs connaissent, les chefs d'engin connaissent, etc. Mais il y a de quoi équiper une compagnie sur 4 ou sur 5. Hier, sur 4 aujourd'hui. Je pense qu'il faut être raisonnable. Alors, il n'y a pas d'argent. Les LPM qui se succèdent... Les lois de programmation militaire. La programmation militaire ont traduit une volonté de stopper ce phénomène d'appauvrissement dans tous les domaines, y compris la condition militaire dont on pourrait parler, parce que les soldes ne sont pas très nourris. C'est assez juste par rapport aux fonctionnaires, entre guillemets, de l'État, normalement. Mais sur le plan de l'équipement des forces, sur le plan de la dernière génération d'équipements qu'il leur faut, et puis le nombre, la masse qui est insuffisante, on est incapable aujourd'hui de se lancer dans une aventure guerrière sérieuse face à une armée comme l'armée russe demain. Donc ils savent très bien que ça n'est pas tenable. Donc je pense qu'on est uniquement dans de la communication et dans de la gesticulation verbale. Ma question était un peu différente. En fait, elle était plus tordue. On sait tous que la Russie est au moins équipée de têtes nucléaires, probablement de têtes nucléaires hypersoniques, face auxquelles on est un peu désarmé. Est-ce qu'aujourd'hui, les généraux de l'OTAN, selon toi, selon ce que tu as vu, ont un scénario escalade nucléaire du conflit, et est-ce qu'ils se disent voilà comment on riposte si ça dégénère? Alors moi j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que je n'y crois pas parce que le premier qui déclenche le feu nucléaire est assuré de sa destruction. Sauf si il avait un moyen plus rapide, entre guillemets, de le faire de telle manière qu'il ne soit pas... Et finalement, ça nous ramène à ta question sur l'hypersonique. Je ne suis pas un spécialiste de ces armes-là. Je vais être très prudent parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais encore une fois, on vient de voir ce qui vient de se passer à Kiev. Des missiles hypersoniques russes ont détruit des bâtiments extrêmement ciblés, extrêmement définis. Mais les Ukrainiens ont prétendu en avoir abattu. Eh bien, selon les informations que tout le monde a, non. Eh bien, ils n'ont pas eu le temps de déclencher l'alerte. Bon. Ça, c'est quand même très important. Et là, on est dans des moyens, j'allais dire, classiques. On n'est pas dans la partie nucléaire. Moi, je pense que les Russes n'ont pas l'intention d'utiliser l'arme nucléaire, sauf si... En premier. En tout cas en premier, et sauf si leurs intérêts vitaux étaient menacés. Et je pense que la partie adverse non plus, que ce soit le groupe américain-britannique, c'est une chose, ou les Français de l'autre. Bon, nous, on est quand même alignés sur les Américains, mais théoriquement, on a notre système de dissuasion autonome. J'y crois pas non plus, parce que avec le président que nous avons, je n'y crois pas non plus. Mais sauf un coup de folie, parce que la folie est toujours possible. Malheureusement dans les grands événements mondiaux. Mais franchement, je ne pense pas cette hypothèse. Je pense qu'il y a beaucoup de gesticulation. On montre des muscles, là. Mais c'est des muscles, comme je l'ai dit l'autre jour, ce sont des muscles en papier. Je vais quand même te taquiner. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des généraux dans l'état-major français, donc des généraux d'active,
aux commandes qui pensent que Macron est fou? Alors moi je pense que oui. Parce que, Tu penses que Macron est fou? Tu penses qu'il y a des généraux qui le alors, pensent ou le disent? alors, les deux, mon général. Non, je pense qu'il y a un peu de folie dans cet homme. On se souvient de cette vidéo faite par un psychiatre italien en 2017. Il a récidivé en 2022. Ça n'a pas dissuadé les Français de finalement, par défaut, d'élire ce personnage. Mais je pense qu'il y a une personnalité très très médicalement intéressante à étudier, je pense. Et il y a des raisons pour ça. Je pense qu'un garçon de 15 ans qui se fait initier aux choses de la vie par une femme de 40, je pense que ça laisse des traces, franchement. Et j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Je compatis de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il y a un vrai problème. Alors je pense que oui, les généraux qui le fréquentent le connaissent très bien. Et savent très bien cet aspect très fragile de sa personnalité. Mais je ne suis pas psychiatre et je ne vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Hein. Je dis simplement mon sentiment personnel. Mais oui, bien sûr, je pense qu'il y a des généraux qui se disent que... la discipline fait la force principale des armées, c'est bien connu. Donc je pense jusqu'à un certain moment, un général en fonction, que toute la panoplie des médias et des politiciens regarde à la loupe, fait très attention à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Moi, ça ne me choque pas qu'un chef d'état-major des armées dise, en particulier dès 2020, où il était à l'époque chef d'état-major de l'armée de terre, dise qu'il faut que l'armée française remonte en puissance. C'est une nécessité. On est dans un monde dangereux, c'est une vraie nécessité. Et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, et ça ne se fait pas en 2 ans, en 3 ans ou en 4 ans. Si on décide de le faire, il faut remonter une industrie de défense digne de ce nom. Elle a été bradée, elle est sous dépendance américaine aujourd'hui, à plus de 70%. Il faut remonter une armée nombreuse, bien équipée, motivée. Ça veut dire aussi penser à la condition militaire. Ça veut dire une armée technologiquement au top niveau. On a une armée qui est formidable, l'armée française, on a des hommes formidables, des femmes aussi, parce que c'est pas une question de mode, il y a aussi des femmes, j'en connais, qui tiennent leur place, hein, et bien. Et je pense que... mais c'est une armée échantillonnaire, en fait. C'est une armée de démonstration, capable de faire de belles opérations ponctuelles dans des pays du monde où il y a des crises, voilà, et d'intervenir courageusement et efficacement. Mais c'est pas une armée de choc aujourd'hui, c'est pas une armée de combat frontal telle que la guerre en Ukraine le dépeint tous les jours. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais ça se fait pas d'un coup de baguette magique et nos chefs militaires le savent très bien. Voilà, très bien. Donc il n'y a pas de fous et de va-t-en-guerre parmi eux. Je ne le crois pas. Alors, je vais te poser la dernière question, parce que j'aime bien chipoter. Je me mets dans l'hypothèse où Macron donne à l'état-major l'ordre d'envoyer 2000 légionnaires se prépositionner à Odessa. Et où les généraux disent, Monsieur le Président, c'est compliqué. Et il dit, de toute façon, le parapluie nucléaire dissuadera Poutine de les attaquer. Mais ça n'a rien à voir. Que font les généraux si Macron leur donne l'ordre de ça? Moi, je pense que 2000 légionnaires à Odessa, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est une non-solution militaire, en fait. C'est simplement une provocation. C'est simplement une provocation. Mais est-ce que les généraux le feront? On peut toujours trouver un général pour en remplacer un autre, hein, qui tout d'un coup a des velléités de carrière ou d'exister. Ça, je ne peux pas en juger. Je lisais dans Valeurs Actuelles la semaine dernière un général inconnu de mes services, si je puis dire, Pélistrandi, je crois de mémoire, qui a sorti un article. Le deuxième REI de mémoire aussi. Non, c'est un général en retraite qui garde place, je crois, qui est à la revue de Défense nationale. Bon. Il sortait un article complètement irresponsable, lui aussi, donnant dans le sens absolu des déclarations de M. Macron.
Donc il y a des généraux comme ça, il y en a forcément. Mais je pense que face à sa conscience et face au risque réel d'implication dans un conflit qui n'est pas le nôtre, avec la volonté de s'impliquer de manière et d'impliquer la vie de nos soldats. On n'a pas tellement de soldats. 2000 légionnaires. Alors d'abord, il faut les 2000 légionnaires. Le deuxième REI pourrait déployer, je pense, au mieux 8 à 900 légionnaires. Donc ça veut dire qu'il faut mobiliser quand même pas mal de ressources de la Légion étrangère d'aujourd'hui, qui fait de mémoire 8000 hommes, pour en déployer 2000 opérationnels sur le terrain, avec le soutien derrière. C'est pratiquement... Donc qui va prendre le risque de détruire pour rien, pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, le cœur de notre armée et de sa capacité opérationnelle à l'instant T. Qui va prendre ce risque-là? À mon avis, aucun général digne de ce nom. Merci Jacques de tout le temps que tu nous as consacré, mais je suis sûr qu'on refera une interview quand tu auras le temps de te reposer, parce que je sais que tu es par ailleurs très pris. On rappelle que tu viens de sortir un livre sur la guerre en Ukraine. Oui. Qui est publié chez... Il est publié chez Hugo Doc, La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie. Et il fait un tabac. J'en suis le premier surpris, et évidemment très heureux. Numéro 1 des ventes sur Amazon. Il est en rupture de stock chez l'éditeur qui se précipite pour le réimprimer. Donc on le trouve quand même dans des librairies à droite à gauche, mais voilà, et j'en suis très content parce que c'est un appel à la raison, ce livre. C'est un appel à la vérité et à la raison. Merci beaucoup Jacques. Merci.